6 mai 2007, Nicolas Sarkozy est élu président de la République. Sa victoire, c'est aussi celle du clan UMP des Hauts-de-Seine. Des hommes qui l'ont accompagné depuis les années 70 dans son ascension vers le pouvoir. Patrick Balkany, Patrick Devedjian, Roger Carucci. Ça, c'est que nous, on voudrait prendre un café si vous pouviez aller sur le marché travailler. Ce soir-là, au PS, d'anciens leaders étudiants voient le pouvoir leur échapper. Il y a là Julien Dray, Jean-Christophe Cambadélis, Jean-Marie Le Guen. Ce sont pour la plupart des enfants de la banlieue parisienne, tombés très jeunes dans le chaudron de la politique. Ces hommes, ni énarques, ni fils de notables, ont apporté de nouvelles mœurs à la vie politique française. Enfants de la télé, ils ont fait de la politique comme on fait carrière. Les uns ont été lancés par Pasqua, les autres couvés par Mitterrand. Ils appartiennent à une même génération, celle de la rupture. Ils ont voulu rompre avec l'héritage de leurs aînés, le gaullisme pour les uns, le communisme pour les autres. Ils ont rêvé, trahi, se sont battus pour une place au soleil dans une France en crise. Les uns ont connu leur apogée dans le sillage du président, les autres attendent toujours leur tour. À la source de leur engagement, mai 68. Moi, j'avais 20 ans en 68 et je pestais contre la chienlit qui s'était installée et j'ai été défilé sur les Champs-Élysées avec les gaullistes. Les événements de mai 68, pour moi, ça avait commencé par le côté, je regarde la télé, je me dis, qu'est-ce qu'ils font donc à Paris, ces gens, à se jeter des pavés? Ils n'ont rien d'autre à faire, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas de job, ces étudiants ne foutent rien, ces types. D'une manière provocatrice, je disais, en plaisantant, que je me sentais du côté du prolétariat dans ces affrontements, c'est-à-dire du côté des CRS. On n'est pas la génération des années 60. La génération des années 60, on a écrit 100 fois leur histoire. Elle se termine d'un certain point de vue en 68. Elle commence dans la guerre d'Algérie et elle se termine dans le septembre 68, quand ils reviennent tous de vacances. Nous sommes la génération suivante, c'est-à-dire celle qui n'est plus simplement dans l'utopie. L'après 68 voit s'achever l'époque faste des 30 Glorieuses. La reconstruction d'après-guerre se termine, les derniers bidonvilles sont rasés. Leurs habitants sont relogés dans les grandes cités de banlieue. Les travailleurs immigrés sont encore accueillis à bras ouverts dans les usines et sur les chantiers. Dans cette France du plein emploi, les mots d'ordre révolutionnaires continuent de faire vibrer à l'unisson militants d'extrême gauche, étudiants et jeunes ouvriers. Dans ce moment-là, tout le monde se dit qu'il n'est pas impossible qu'il y ait un processus révolutionnaire en Europe occidentale. D'ailleurs, on voit déjà des mouvements se faire. Ils vont se faire au début des années 70, suite à la défaite américaine au Vietnam, la chute des colonels en Grèce. Ça me touche d'assez près, vu mes origines. La question du Portugal, les situations extrêmement dures en Espagne. Tout ça crée un climat qui donne l'impression que nous sommes dans une période que nous appelons, nous, pré-révolutionnaire. C'est dans cette ambiance survoltée que Julien Dray, lycéen à Noisy-le-Sec, en banlieue parisienne, se lance dans le combat militant. Moi, j'ai commencé à m'engager politiquement fin 1960, voilà, en flirtant avec le mouvement de la jeunesse communiste. Et puis j'avais en même temps une professeure de français qui était membre de ce qu'on appelait à l'époque la Ligue communiste, le mouvement d'Alain Crévin, entre autres, et qui, voyant qu'il y avait un noyau d'élèves qui voulaient lancer des actions sur le lycée, sur ce que c'était que les Black Panthers, sur Angela Davis, sur la nécessité de se... Voilà, et puis aussi un peu sur la guerre du Vietnam, a commencé à discuter avec nous. Et donc, à partir de décembre 70, janvier 71 plus exactement, moi, j'ai demandé à adhérer à la Ligue communiste et j'ai été un des plus jeunes militants de la Ligue communiste. C'est-à-dire, j'ai pas fait les cercles de sympathisants ni rien. Directement, je suis rentré dans ce qu'on appelle une cellule de la Ligue communiste, voilà, sous le pseudonyme de Titus. Jean-Christophe Cambadélis est étudiant à Nanterre, bastion de mai 68.
il choisit de s'engager dans l'autre branche du trotskisme révolutionnaire. Je cherche une organisation qui ait des liens avec ce que j'appelle à ce moment-là le mouvement ouvrier. Or, les lambertistes étaient disciplinés, un peu dogmatiques, il faut dire ce qui est, mais ils défendaient le programme, qui était celui qu'avait écrit Léon Trotsky, et en même temps, ils étaient dirigés par des syndicalistes ouvriers. Donc pour garder le drapeau, quelque part, de la révolution éclatante et sans tache, il n'y avait que les trotskistes, et j'ai été chez les plus organisés d'entre eux. Au conseil de gestion, on refusait de voter la sélection. Chez ces trotskistes disciplinés et dogmatiques, il dirige avec Benjamin Stora, aujourd'hui historien, le secteur étudiant de l'OCI. L'OCI était et m'apparaissait comme une organisation très sérieuse, fidèle quelque part à une très vieille histoire du mouvement ouvrier. Donc on avait le sentiment de participer à une chaîne historique, d'être dans une chaîne historique qui commençait à la Révolution russe, qui se poursuivait bien sûr par le Front populaire, par la résistance, la décolonisation. On avait le sentiment de s'inscrire dans une continuité historique longue, alors que la Ligue apparaissait comme une organisation nouvelle, jeune, qui n'avait pas de passé derrière elle. La Ligue et les lambertistes de l'OCI se disputent les faveurs des étudiants. Laurence Rossignol choisit la Ligue, où elle fera la connaissance de Julien Drey. Je découvre l'OCI d'une manière absolument terrifiante parce que je m'inscris en fac et premier jour, j'arrive un mec qui me fond dessus parce que devant tout le monde connaissait, les militants ils arrivaient, ils étaient déjà repérés par les autres bandes, enfin bon, il y a des cartes assez... Et il me fond dessus, il me dit camarade, je me retourne, on se connaît, explique-toi sur le fauquisme. Explique-toi sur le fauquisme. Waouh, c'est quoi ça le fauquisme? Et alors, je me disais, une racine, en bonne littéraire, je me disais, il y a une racine latine, il y a forcément une racine à trouver, et il faut surtout pas que je perde la face. Et je n'y arrivais pas parce que je pensais phoque. Au phoque. J'ai le fauquisme, c'est quoi, c'est un mouvement de défense des phoques, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et j'ai disparu en disant, là j'ai pas le temps, j'ai cours. Et après j'ai été voir mon responsable en disant, c'est quoi le fauquisme? Alors après j'ai su ce que c'était que le fauquisme, qui consistait à allumer des feux en Amérique latine. Grand sujet de polémique entre l'OCI et la LCR. Fallait-il ou non soutenir les révolutionnaires latino-américains? Enfin, c'est la suite du guévarisme et tout ça. Les capitalistes font ce qu'ils peuvent. Les capitalistes ne contrôlent pas la lutte des classes. Les capitalistes ne contrôlent pas la lutte des classes. Personne ne contrôle la lutte des classes. Face à l'État bourgeois, il n'est pas libre de sa déclaration. La formation politique, c'était pas réciter un catéchisme, c'était aussi avoir un esprit critique, parce que comme il y avait une confrontation permanente avec les concurrents politiques, que ce soit les communistes, que ce soit les autres trotskistes, que ce soit les maoïstes, il fallait être au courant de l'actualité, il fallait y avoir une grille de lecture des événements, il fallait avoir ce qu'on appelait une ligne politique, c'est-à-dire défendre des idées par rapport à ces situations. Donc c'est très formateur sur le plan intellectuel. On fait connaissance avec une jouissance qu'on quittera jamais, nous les politiques, c'est celle du pouvoir de la parole, la jouissance du verbe, celle de l'art oratoire. C'est-à-dire que quand on réunit les lycéens dans la cour, qu'on dit à tout le monde de s'asseoir et qu'on se met au milieu et qu'on explique pourquoi il ne faut pas retourner en cours, on explique la loi, on explique les manifestations, il se passe quelque chose qui... quand on aime, on devient accro. Le point de départ de cette génération réellement, c'est 73. C'est la loi Debré. Julien Drey, vous aviez Harlem Désir, vous avez Benjamin Stora, enfin bon, bref, tous les éléments de cette génération sont tous là. Pour la première fois depuis mai 68, les jeunes descendent en masse dans la rue. Les manifestations contre la loi Debré, lycéennes, ont été absolument gigantesques en France. Et qui dirigeait ça? C'était les mouvements de base, les comités de base, où toutes les forces politiques, naturellement, se retrouvaient là. Et c'est là que se formaient, que se forgeaient, que se dégageaient les tribuns. L'exercice de la parole, l'exercice de la contradiction, où il fallait être extrêmement vif, rapide, dans la contradiction à apporter à tel courant politique. C'était quand même une époque où il y avait à la fois des crises et la montée du chômage dans les années 70.
Donc, mouvement de contestation aussi de la société de consommation. Et les mouvements lycéens sont les moyens les plus efficaces d'organiser la contestation. Parce que c'est la vieille histoire du syndicalisme, hein, les gens se mobilisent pour ce qui les concerne. C'est la période aussi où la jeunesse aspire à être acteur, à se faire entendre. La jeunesse qui rentre en politique après 68, 69, 70, 71, espère aussi, même si elle ne le dit pas, elle espère un changement politique. 74 a été une formidable déception. Cette année-là, François Mitterrand, le candidat de la gauche, échoue de justesse à l'élection présidentielle face à Valéry Giscard d'Estaing. Mitterrand prend conscience que les voix de la jeunesse lui ont manqué. Au soir de cette défaite, il prend soin de s'adresser directement à elle. J'adresse aux Français dans leur ensemble et particulièrement à ceux qui ont voté pour moi. Notre combat continue parce que vous représentez le monde de la jeunesse et celui du travail. Votre victoire est inéluctable. À ce moment-là, déjà, on a eu des premiers reculs, des premières déceptions, et puis il y a eu des choses quand même. La reconnaissance du droit à l'avortement par Simone Veil en 1975, c'est que la droite avançait sur un terrain, dans le fond, qui était traditionnellement occupé par la gauche. Ça a marqué. Le droit de vote à 18 ans. Je veux dire, c'est des choses qui étaient avancées. On avait le sentiment d'être incompris, mal aimé de la société de l'époque. Eh bien, voilà que le droit de vote arrive, que l'IVG arrive, et que dans le fond, tout ça se fait sous la droite.